vous installer. Merci d'être avec nous. Vous êtes nombreux parce que digitaliser le sport, c'est une question qui concerne tout le monde. Je me tourne vers vous, Frédéric, d'abord. Frédéric Sanor, directeur général de l'Agence nationale du sport. Racontez-nous déjà les missions de cette Agence nationale du sport. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, l'Agence nationale du sport a été créée en 2019. Donc c'est encore une jeune agence qui a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est accompagner la performance sportive française, et notamment avec un objectif clairement identifié vers 2024, avec plus de médailles, de belles médailles, et effectivement accompagner le chemin de performance des sportifs, des entraîneurs, de l'encadrement technique et des dirigeants, avec des moyens, des nouvelles solutions pour mettre toutes les chances de notre côté pour réussir et performer en 2024. Et puis la deuxième grande mission, elle est beaucoup plus large, elle concerne le développement de la pratique sportive en France pour toutes et tous, sur tous les territoires. Et là, effectivement, on a un objectif identifié de 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2024. Et pour ça, il faut, là encore, diversifier l'offre sportive, accompagner nos 160 000 clubs sportifs et faire en sorte de pouvoir booster la pratique au quotidien. Et ça passe aussi par l'innovation. Oui, c'est ce dont on va parler ce matin. Olivier Létang, vous êtes président du LOSC, champion de France en titre. En tant que club professionnel, on a envie de savoir comment vous envisagez votre rôle au sein du territoire. On a l'impression parfois qu'un club pro de foot, c'est une entité qui n'est pas forcément ouverte vers l'extérieur. Expliquez-nous en quoi ça n'est pas le cas. Alors bonjour à toutes et à tous également. Effectivement, un club de foot, on voit simplement... On a dans l'esprit simplement une équipe avec 11 joueurs, un entraîneur et un président, donc c'est beaucoup plus large que cela. Un club de football, c'est comme une entreprise, c'est une marque, donc ça veut dire qu'il y a une identité, une culture, des valeurs, un code génétique. Et après, j'aime à dire qu'il y a 3 piliers principaux. Donc, le premier, il est bien évidemment sportif, c'est notre meilleur élément marketing, gagner des matchs, performer en permanence au niveau de l'équipe professionnelle, mais aussi au niveau du centre de formation. Le deuxième pilier est économique. Heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, il y a une corrélation très forte entre pouvoir économique et résultats sportifs sur le long terme. Et je le disais à l'instant, notre meilleur élément marketing est de gagner des matchs. On veut développer nos revenus en termes de ticketing, en termes de participation à une compétition européenne, de sponsoring et autres. Et le troisième pilier, vous avez raison, il est social et sociétal. Et pour nous, c'est très important. Quelle est la place du club dans son territoire ? Et on ne doit pas être simplement effectivement avec des joueurs que l'on paye très cher, qui ont des grosses voitures, qui viennent à l'entraînement, mais qui ne se soucient pas de ce qui se passe autour de nous. On s'aperçoit que le sport est un outil absolument extraordinaire. Effectivement, aujourd'hui dans la société, pour faire bouger les gens, pour la santé. Et on a la chance d'avoir cet outil. Et le football, sans être nombriliste, effectivement, est peut-être le sport le plus pratiqué ou le plus suivi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société où les gens souffrent, vient de passer 1 an et demi avec le Covid, dans un contexte économique qui est difficile, on s'aperçoit que le football est un créateur de liens sociaux populaires absolument incroyable. Alors on est loin de la digitalisation, mais quand la France est championne du monde de football, tout le monde descend dans les rues, tout le monde est heureux. Quand on gagne un trophée avec le LOSC ou quand un autre club gagne un trophée, on s'aperçoit qu'on réunit tout le monde. Et c'est vrai que je parle de créateur de liens sociaux populaires, c'est important parce que aujourd'hui, alors il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu moins positifs, on le voit depuis le début de la saison avec ce qui se passe dans un certain nombre de stades, mais il faut utiliser cet outil et qui permet à ce que les gens prennent du plaisir, parce que le sport, le football, c'est une machine à émotions et on est là aussi pour transmettre ces émotions. Le label LOSC innove, ça c'est la partie justement innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors que le label LOSC Innove a été créé en 2017 parce qu'effectivement, quand on parle de football, on pense que le football ne change pas, mais le monde change tous les jours, dans toutes les activités. Donc le football change également. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont utilisés par les staffs. Si on parle de digitalisation, avec des pôles performance, on est de plus en plus pointu, avec des staffs qui sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, quand on est une équipe de 25 joueurs, on a un staff de 30 personnes derrière. Mais la digitalisation, c'est aussi pour développer nos revenus quand on est un club de football. On en parlait tout à l'heure entre nous, effectivement, par rapport à des startups. Comment utiliser la digitalisation pour être plus proche encore de notre communauté,
Donc on a besoin effectivement en permanence de se remettre en cause. Et moi, c'est ce que je demande au sein du club, c'est comment on fait demain pour être meilleur, parce que dans cet environnement qui bouge, qui change, et quand on est plus petit que les autres, il faut être plus mobile, plus malin et créer un avantage concurrentiel par rapport à nos petits copains pour performer sur le terrain. Et vous travaillez avec des entreprises locales? Oui, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises locales, mais pas que, avec lesquelles on travaille. Mais c'est vrai que l'implantation sur le territoire et sa communauté, si nous, on peut être effectivement fédérateur et puis permettre à un certain nombre de startups de gagner en visibilité ou en tout cas de tester un certain nombre de choses, ça fait partie aussi de nos missions. Je me tourne vers Alexandre Rigal de BPI France, parce que je voudrais que vous nous parliez d'un programme qui s'appelle les meneurs. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est utile pour les territoires? Et il y a un lien entre vous, donc c'est pour ça que je vous fais parler après Olivier Létang. Oui, il y a un lien entre nous. Bonjour. Effectivement, alors les meneurs, c'est un programme qu'on a décidé de lancer chez BPI France il y a quelques années. Parce qu'en fait, c'est dans l'ADN même de BPI France. Nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises partout dans les territoires et de faire en sorte que justement le dynamisme économique du pays se trouve partout et pas seulement dans les grandes métropoles. Et finalement, ce que disait Olivier est très vrai. Le sport est un vecteur économique puissant. C'est également un vecteur de lien social très fort. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de travailler sur la liaison entre les deux, de créer ces écosystèmes autour de ces clubs de sport pour générer de l'activité économique, de l'innovation, pour plusieurs raisons. Parce que ces clubs en fait ont besoin d'innover. Je pense que la crise sanitaire l'a encore plus révélé aujourd'hui, parce que ces clubs sont, par l'innovation qu'ils peuvent susciter, attracteurs de création d'entreprises en périphérie, donc créateurs d'activités dans les territoires, parce qu'ils sont aussi un vecteur de communication vis-à-vis de la jeunesse, et que souvent les entreprises dans ces territoires ont besoin de recruter des jeunes. Et donc pour toutes ces raisons, nous nous sommes intéressés au sport, et nous avons décidé d'attaquer ce sujet-là en nous adressant à des sports collectifs, pas à une discipline en particulier, mais vraiment à 7 disciplines différentes, partout dans le territoire, des clubs professionnels dont on regarde essentiellement l'engagement qu'ils ont dans leur territoire, leur capacité d'innovation, leur volonté, même beaucoup plus que leur capacité à vouloir innover, le lien qu'ils entretiennent avec la jeunesse dans leur territoire, et puis leur club affaires aussi, parce que ce club affaires, finalement, c'est des entreprises du territoire déjà très solidement ancrées autour du club, et qui ne demandent en fait qu'à aider ce club dans son dynamisme économique. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Olivier l'année dernière, et que le partenariat finalement avec le LOSC qui a rejoint la communauté des meneurs est né. Et donc de cette communauté qui grandit d'année en année, qui compte aujourd'hui 55 clubs, on a décidé de prendre un axe fort, tourné vers l'innovation, qui est vraiment maintenant le moteur de cette communauté des meneurs, pour montrer le dynamisme de ces clubs et leur capacité à innover, pour en faire des locomotives aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ces clubs pro ont en périphérie aussi des clubs amateurs, et ces clubs ont également besoin d'innover. Et donc ce vecteur d'innovation, on va le rendre public dans un site internet là, qu'on va bientôt mettre en ligne, et qui en fait permettra à cet écosystème des clubs et de la Sportec d'exister, puisqu'en fait les entreprises pourront venir se référencer sur ce site, les clubs pourront venir proposer des appels à projets d'innovation pour essayer de créer finalement de la mise en relation entre tous ces acteurs. Oui, la mise en relation, c'est le mot. Hein. Et vous êtes tous des acteurs différents, mais tout le monde travaille ensemble. Virgile Caillé, je me tourne vers vous, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et justement, vous rassemblez aussi les acteurs économiques du sport. Avec quelles ambitions ? Alors effectivement, c'est important de rappeler ce qu'est l'Union Sport et Cycle, parce que ça peut paraître étrange un peu dans cet environnement. On parle beaucoup de sport, mais je m'aperçois qu'on parle aussi beaucoup d'économie, et c'est une excellente chose, puisqu'effectivement, on commence à prendre conscience, et peut-être que la crise a été un accélérateur, on prend conscience du formidable levier économique que peut représenter le sport. Donc nous, on rassemble au sein de ce syndicat plus de 1500 entreprises qui travaillent dans l'économie du sport. C'est tout le secteur marchand du sport, des gens qui fabriquent des équipements, des marques de sport, des distributeurs, des loueurs, ce qu'on a appelé les loisirs sportifs marchands, les fameuses salles de sport, le cycle, la mobilité active. Vous le voyez, énormément d'entreprises qui réfléchissent au quotidien à développer les activités physiques et sportives sur le territoire. Donc en cela, on est totalement légitime dans ce débat qui nous anime. On est un petit peu le pendant du mouvement sportif. Il ne faut surtout pas nous opposer. Hein. Notre ambition commune, c'est bel et bien de développer la pratique du sport sur le territoire. Et
durant toute la crise, alors ça c'est notre ambition, et durant toute la crise, effectivement, on a été amené à regarder, à décrypter les évolutions des comportements. Et pourquoi je parle de ça? Parce que effectivement, ça a amené à une digitalisation de la pratique. Confinement oblige, restriction d'un certain nombre de pratiques, il y a des choses qui évoluent. Et notre rôle de syndicat professionnel, donc on est un corps intermédiaire, hein, c'est-à-dire qu'on fait l'interface entre les pouvoirs publics et les entreprises. C'est pas un gros mot, hein, c'est parfaitement indispensable. Et donc notre boulot, c'est aussi d'essayer de prendre un petit peu d'avance, de se projeter sur les évolutions et ces évolutions de comportement dans la consommation du sport au sens très large, et en ce sens, on travaille, je l'ai dit, avec le mouvement sportif, avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les collectivités locales et territoriales qui sont confrontées aux attentes des usagers. Donc la digitalisation fait partie des grands mouvements, des grandes évolutions des comportements, et probablement qu'on en reparlera, mais c'est un sujet crucial pour accompagner le développement des pratiques et l'offre de pratiques. C'est ce que vous confirmez également, Didier. Vous êtes membre du comité directeur de l'Andes. Quel est le rôle de l'Andes? Là encore, le rôle, c'est de réunir les gens et qu'ils puissent travailler ensemble. L'Andes, donc, c'est l'Association nationale des élus au sport qui a été créée il y a 24 ans. Donc, c'est le réseau sport des collectivités locales. Donc, c'est 8000 adhérents, hein, donc aussi bien des collectivités locales que des intercommunalités. Je voudrais rappeler quand même que les collectivités locales, c'est le premier financeur du sport en France. Hein, donc, consacre chaque collectivité, enfin l'ensemble des collectivités consacrent environ 12,5 milliards chaque année pour la création, la rénovation des équipements sportifs, propriétaire de 80% des équipements sportifs et premier financeur également des associations sportives en France. Donc, le rôle de l'Andes, c'est d'accompagner les collectivités dans la mise en place de leur politique sportive, sachant que le sport, c'est une politique volontariste des collectivités, c'est pas une compétence obligatoire. Et puis, ça permet aussi de capitaliser sur les expériences de terrain pour pouvoir aider, accompagner donc les acteurs du sport, en particulier avec le virage qui est pris actuellement sur le sport santé depuis le premier confinement. Catherine Chenebier, vous êtes directrice générale du CREPS Hauts-de-France. Quel est le rôle du CREPS? Expliquez-nous dans tout cet écosystème. Alors, je pense que tout le monde connaît l'INSEP au niveau national. Sur les territoires, ce sont les CREPS, effectivement, qui sont chargés d'une mission principale qui est d'accompagner les sportifs du territoire pour réaliser les meilleures performances. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que ces sportifs du territoire puissent performer. C'est d'aller à la recherche de l'ensemble des acteurs locaux qui vont pouvoir concourir à la bonne formation du sportif de haut niveau. Donc sur le territoire des Hauts-de-France, c'est 1000 sportifs qui sont notre cible. Et donc pour cela, on a des sportifs qui vont être résidents et qui vont être sur le CREPS sur 24 heures sur 24, en fait, dont on va s'occuper pour qu'ils puissent s'entraîner, étudier, se préparer, bien manger, bien dormir. Voilà, c'est un tout. Et puis ensuite, nous adressons aussi toutes nos prestations aux sportifs du territoire qui peuvent bénéficier et qui peuvent venir chez nous pour profiter de l'ensemble de systèmes. On a depuis cette année une mission complémentaire qui tend à permettre aux sportifs du cercle haute performance de pouvoir se préparer au mieux aux grandes échéances. Donc il y a Paris 2024 effectivement, et ensuite ça reste un jalon puisqu'on prépare effectivement les sportifs pour des compétitions qui vont bien au-delà de 2024. Mais dans le cadre de maisons de la performance qui sont en train de se mettre en place dans chacun des CREPS, on a une mission d'accompagnement des sportifs qu'on dit à 360 degrés. Donc de manière à ce qu'effectivement ils puissent se préparer et trouver sur le territoire l'ensemble des ressources pour bien performer. On a une deuxième mission principale aussi qui est de mettre en place des formations au métier du sport et de l'animation. Et sur ce levier-là, effectivement, on peut aussi agir pour proposer des outils nouveaux aux éducateurs de demain qui vont pouvoir accompagner le développement du sport. Frédéric, je me tourne de nouveau vers vous, puisqu'on parle de ça, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez créé un programme de soutien au numérique. Concrètement, c'est quoi ? Alors effectivement, en fait, on a essayé de transformer les contraintes de la crise en opportunités et aussi de prendre un peu d'expérience sur le contexte compliqué dans lequel le sport et les acteurs du sport se sont retrouvés pendant
plusieurs mois, on a mis un coup d'arrêt total à la pratique sportive du quotidien pour nous, pour nos enfants, pour l'ensemble des pratiques sportives organisées. Et là, effectivement, on s'est dit, à la fois à travers nos associations sportives, les fédérations, qui sont quand même l'organisation centrale nationale, qui peuvent impulser un certain nombre de choses, comment organiser, moderniser, et quand on parle de moderniser, digitaliser, transformer numériquement, c'était vraiment une des réponses qu'il fallait construire, ou en tout cas accélérer. Il y a bien sûr des initiatives qui existaient depuis plusieurs années, mais on a bien vu pendant la crise que tout de suite, le monde privé, des acteurs privés se sont organisés, ont proposé, on a vu le boom, l'explosion de plusieurs types d'applications. Et là, il fallait qu'effectivement le mouvement sportif organisé, associatif, puisse aussi proposer, parce qu'il fallait bien sûr accompagner les Françaises et les Français à continuer à avoir une pratique, mais il fallait aussi garder un lien avec les licenciés dans les clubs. Et là, pour garder ce lien, eh bien, la relation numérique, une proximité via son smartphone ou une plateforme web, c'était absolument nécessaire parce que, on l'a dit tout à l'heure, hein, autant on veut aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires, mais on a perdu 3 millions de licenciés entre 2020 et 2021, en tout cas entre 2019 et 2020. Et pour ça, eh bien, il faut fidéliser, il faut accompagner la gestion de communautés sportives et avoir une nouvelle offre de services. Et donc pour ça, effectivement, dans le cadre du plan de relance sport, on a mobilisé 8 millions d'euros jusqu'en 2022, permettant, là encore, d'accompagner les fédérations à créer des programmes numériques, développer des applications, dématérialiser leur gestion de clubs ou encore voilà, accélérer un certain nombre de transformations qu'ils avaient déjà opérées. Ça, c'est pour le volet sport pour tous. Et là-dessus, effectivement, on a accompagné une quarantaine de fédérations dès cette année. Et puis, bien sûr, parce qu'on parle ici aussi de performance, on a engagé ce chantier depuis 3 ans maintenant sur le champ de la haute performance, parce que là aussi, on a des leviers, des possibilités. Et il y a 2 enjeux, à la fois bien transformer la data qu'on récupère auprès des sportifs pour en optimiser les programmes d'entraînement, mais on a aussi de l'acculturation de tout notre écosystème. Et là encore, le monde professionnel est parti depuis bien longtemps sur ces sujets-là. Parfois, la concurrence internationale aussi est partie depuis bien longtemps. Et nous, on a nécessité vraiment, là encore, de booster nos services, nos ressources, nos solutions pour s'engager dans ce chemin. Et là, on essaye de le faire en mobilisant toutes les compétences françaises, notamment à travers la French Tech, la Sport Tech, comme on a pu l'appeler. Et je crois que ça rejoint certains des débats des tables rondes de ce matin. Et voilà un petit peu ce qu'on a d'ores et déjà engagé pour accompagner cette digitalisation du mouvement sportif français. Autour d'un programme qui s'appelle Ambition Bleue avec l'INSEP sur la haute performance. Olivier Létang, puisqu'on parle de haute performance, c'est ça aussi la digitalisation dans un club. Par exemple, sur la détection, vos capacités de détection qui peuvent être améliorées par le digital. Il y a plein de facettes, hein, finalement, ne serait-ce que dans un club comme le vôtre. Oui, forcément, ça fait partie des évolutions. On entend beaucoup plus parler de data. Il y a d'ailleurs des clubs qui ne recrutent plus que par la data. Et donc, on en oublie souvent l'humain. Et donc, comme tout le monde, effectivement, on utilise beaucoup la data, mais on la croise forcément avec l'humain, parce que le sportif, c'est pas un morceau de fer, c'est pas du verre, c'est un homme, c'est une femme. Et donc, il faut effectivement pouvoir échanger. Et l'aspect humain est vraiment fondamental. Mais bien évidemment, la data, le digital est présent partout. J'en parlais tout à l'heure. On a également un département performance que l'on développe en transversal sur la partie professionnelle et chez les jeunes. Aujourd'hui, quel que soit le sport, eh ben, les préparations sont de plus en plus pointues grâce aux data, grâce au digital. Et j'évoquais le fait qu'on avait maintenant 30 personnes dans un staff, donc l'équipe qui est derrière l'équipe pour avoir 25 joueurs. Et bien là aussi, il faut que tout le monde soit impérativement coordonné. Et forcément, il y a des outils aujourd'hui qui existent qui nous permettent, indépendamment effectivement des datas que l'on ressort, mais que tout le monde soit on the same page et tout le monde partage exactement les mêmes informations. Donc la data, on l'a aussi sur le recrutement, on l'a un petit peu partout. Et c'est forcément effectivement des nouveaux outils qui nous permettent d'avancer. Mais globalement, comme je le disais, le football change. Comme le monde change en général. Donc il faut effectivement utiliser tous les nouveaux outils qui sont à notre disposition.
Arbitrage, notamment tout à l'heure, cet après-midi, ce sera forcément intéressant, arbitrage dans le foot et dans le rugby avec les nouveaux outils qui sont proposés pour aider les arbitres. Si je reviens sur la territorialisation avec vous, Virgile Caillé, vous avez un fonctionnement territorialisé, pas facile à dire. Quel regard vous portez sur la région Hauts-de-France ? Alors effectivement, au sein de ce syndicat professionnel, on a besoin d'avoir cette vision, cette analyse, cette compréhension de notre marché, c'est pas un gros mot. Et donc on analyse territoire par territoire. Sur les Hauts-de-France, ce que je peux vous dire, c'est que la pratique régulière est plutôt dans la moyenne nationale. En revanche, sur les pratiques occasionnelles, on est quand même sensiblement en dessous de la moyenne nationale. On est presque à 8 points en dessous de la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de vulgarisation, de démocratisation de la pratique qui doit être engagé. Ça touche toutes les couches de la population, à commencer par l'école primaire, bien entendu, où là, il y a des enjeux fondamentaux. Et puis, toutes les externalités de la pratique sportive. C'est vrai qu'on se focus beaucoup sur le sport dans les clubs, mais il y a aussi les activités physiques et sportives en milieu professionnel, le sport santé, le tourisme sportif. Ça, ce sont probablement des enjeux territoriaux qu'il va falloir développer. Et pour ce qui concerne les Hauts-de-France, je rajouterais également que c'est la 4e région en matière de commande publique, puisqu'on a, nous, un baromètre de la commande publique qu'on suit aussi, puisque c'est important de savoir combien il y a d'équipements qui sont fabriqués ou rénovés. Ça va guider la pratique sportive. Donc 4e région, et notamment le département du Nord qui rattrape depuis 2012 un retard assez conséquent sur le nombre d'équipements sportifs mis à disposition des usagers. Donc ça, ce sont des éléments importants pour nous, pour comprendre cette évolution, mais il semble quand même qu'il y ait un potentiel considérable encore à exploiter. Il y a des terrains de jeu formidables. Je parlais du tourisme sportif, je parlais de ces éléments-là. Je pense que là, il y a à creuser. Et puis, j'en terminerai, ce n'est pas tout à fait la question, mais je tenais à le dire et ça me vient à l'esprit. C'est amusant d'avoir le débat qu'on a aujourd'hui parce qu'il semblerait que le sport soit un petit peu hors sol. Comme si la société évoluait, tous les uns et les autres. On commande par Internet avec notre smartphone une place de cinéma, un billet de train, à manger, évidemment. Et puis le sport, ben non, ce serait différent, ce serait comme avant. C'est évident que le sport doit, s'adapter et suivre les évolutions de la société. Et je pense qu'il y a une vraie prise, au-delà des éléments qu'on va pouvoir mettre en place, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble des dirigeants sportifs de cet impératif de suivre l'évolution de la société. Et vous pouvez donner le micro à votre voisin, effectivement, Didier, parce que j'ai envie de vous faire rebondir sur tout ce que vient de dire Virgile, parce que vous, notamment, vous militez pour une meilleure prise en compte du sport santé, dont il parlait. Comment on met en place les politiques publiques dans ce sens au niveau des territoires ? Oui, je milite pour le sport santé parce que professionnellement, je suis médecin spécialiste, donc je travaille beaucoup sur le sujet. Et c'est vrai que la sédentarité, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde et c'est la première cause de mortalité évitable en France. Je rappelle quand même qu'en France, on a quand même donc 10 millions de personnes qui sont effectivement sujets à une affection de longue durée et 20 millions de personnes qui ont une maladie chronique. Le coût en France de la sédentarité, c'est 17 milliards d'euros. Et la pratique sportive permet, si on pratique 10% d'activité physique sportive en plus, une réduction importante du budget de l'assurance maladie, puisque ça permettrait de faire une économie substantielle de 600 millions d'euros. Donc c'est vrai que je milite auprès des instances, auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Direction générale de la santé, pour que l'on puisse rembourser donc les activités physiques et sportives adaptées, puisque depuis le décret du 30 décembre 2016 applicable le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire à leurs patients porteurs d'une affection de longue durée, voire d'une maladie chronique, des activités physiques et sportives adaptées de manière régulière, progressive, encadrée, bien entendu. On a obtenu quand même avec le PLFFS de pouvoir rembourser une partie du parcours de soins pour les patientes atteintes de cancer du sein et récemment pour les patients qui auraient un diabète de type 2. Donc on évolue de step by step, on évolue. Alors c'est vrai que le sport, donc c'est effectivement un enjeu de société, c'est un enjeu d'attractivité du territoire, mais c'est vraiment un enjeu de santé publique important. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, le fait d'avoir une sédentarité qui entraîne une inactivité physique
par les télétravail, par la visioconférence, a fait qu'on a augmenté les risques de complications. Donc il faut faire de la prévention secondaire, de la prévention tertiaire pour éviter les complications et les récidives des maladies, c'est absolument important. Et puis le fait de cette crise sanitaire a montré qu'il y a des pratiques libres, Virgile en parlait, hein, qui sont en train de se mettre en place, des pratiques nature également, qui font que ça a boosté l'immunité. Je rappellerai quand même rapidement quelques chiffres, c'est que le fait d'avoir une activité physique, hein, ça entraîne 30% de risque de maladies cardiovasculaires, 25% de risque de cancer du sein, de cancer du côlon, et le fait de pratiquer une activité physique et sportive, ça les réduit, et puis ça augmente l'espérance de vie quand même de 7 ans globalement, et ça retarde la survenue de la dépendance. Donc c'est tout bénéfice. Si vous n'étiez pas convaincu, faites du sport. C'est pour ça que je milite pour que la santé soit reconnue comme un enjeu national et un enjeu de santé publique. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers la salle et vers vous, Catherine, parce que dans la salle, on a un ou une étudiante qui a une question pour vous et on va vous amener un micro. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'intervention. Vous parliez des enjeux dans la digitalisation du sport pour les territoires. Et par rapport à ça, j'avais une question plus à l'échelle nationale. On a vu que certains territoires, certains clubs, certaines fédérations ou même certains CREPS étaient plus ou moins enclins à innover ou à s'adapter, ce qui peut engendrer certaines inégalités. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ces inégalités au sein du territoire français ? Merci beaucoup. Une harmonisation des territoires, est-ce que ça vous parle, Catherine ? Alors, je ne sais pas si la question est vraiment pour moi, en réalité. Si elle est pour vous. En tant que directrice du CREPS de Wattignies, Hauts-de-France, notre spectre d'action, c'est sur le territoire des Hauts-de-France. Maintenant, c'est vrai qu'on est un outil au carrefour de politique publique à la fois de l'État, donc effectivement qui peut se décliner sur l'ensemble du territoire et qui a vocation à essayer de faire en sorte d'harmoniser, de réduire les inégalités, et puis un outil aussi au service de la politique régionale, puisqu'on travaille aussi sous l'égide de la région, et donc pour les sportifs de la région d'abord. Les CREPS sont un outil, on va dire, adaptable et de souplesse au niveau des régions. Donc, je dirais qu'après, tout dépend de la volonté qu'il peut y avoir de l'ensemble des acteurs qui vont participer au sein de nos instances de gouvernance. Et donc, il y a les moyens, effectivement, de pouvoir s'adapter au local et de participer à la réduction des inégalités par des réponses adaptées. Qui seront propres à chacun des CREPS. Mais est-ce que vous avez une question très particulière par rapport aux Hauts-de-France ? Attendez, on va vous redonner un micro. Non, c'était vous, pour les Hauts-de-France, ce que vous pensez de l'harmonisation en général au niveau de la France, comment c'est possible de le faire ? C'est compliqué à vous répondre. J'ai vraiment envie de vous répondre par rapport aux Hauts-de-France et par rapport à notre cœur de métier qui est d'accompagner des sportifs vers la réalisation de meilleures performances. Donc il faut qu'on arrive à trouver les moyens pour ce public-là, puisque nous c'est notre public prioritaire, avant de faire un travail effectivement de réduction des inégalités pour l'ensemble des sportifs. Maintenant, ce que je vais en profiter pour dire... On peut peut-être refiler le bébé à Frédéric, sinon... C'est vrai. Mais je vais quand même juste donner un élément qui est important par rapport au territoire des Hauts-de-France. C'est qu'à un moment donné, nous, ici, vous parliez de territoire, on est une terre d'émergence plutôt qu'une terre d'excellence. Nous, on a un enjeu qui est double sur les Hauts-de-France. C'est à la fois de pouvoir permettre aux sportifs de réaliser des performances et de permettre aux sportifs d'avoir envie de rester jusqu'au plus haut niveau, au très haut niveau sur le territoire des Hauts-de-France, aussi pour pouvoir participer au rayonnement du territoire. Donc j'ai envie de dire qu'à un moment donné, l'ensemble des CREPS doit pouvoir avoir la même volonté de pouvoir capter ce public-là et de pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Merci. Oui, alors peut-être pour moi, il y a vraiment deux manières de voir les choses. La première, c'est une politique nationale avec une harmonisation, et c'est un petit peu l'objectif avec effectivement les CREPS qui aujourd'hui sont compétents en matière de sport de haut niveau dans toutes les régions françaises. Alors, il n'y a pas des CREPS dans toutes les régions, mais quand il n'y a pas de CREPS, on a un autre organisme équivalent à qui on confie cette responsabilité-là et à qui on donne à la fois des moyens humains et financiers pour développer
cette offre. Et puis il y a après la force du digital. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec les fédérations, avec des services en direction des clubs, en direction des ligues régionales, des comités, parce qu'avec une structure nationale, une application, eh bien, on peut réussir à implémenter des entrées plurielles de la part de plein de régions, de plein de territoires. Donc ça, c'est vraiment l'impulsion qu'on donne et on a cette attention à ce que ça couvre l'ensemble du territoire national. Et puis après, l'autre logique, c'est de se dire là où il y a des initiatives exemplaires sur les territoires, et il y en a beaucoup, comment on fait en sorte soit de les régionaliser, soit de les nationaliser pour en faire profiter les autres territoires. Et donc c'est vraiment toujours cette double logique des impulsions nationales, mais aussi valoriser les initiatives et les forces locales, parce qu'il y en a énormément, et on est loin de penser qu'au niveau national, on a toutes les réponses à toutes les questions et les meilleures idées. Eh ben moi, j'ai une solution à vous proposer. Tiens, pour accompagner le sport dans sa digitalisation, on va accueillir Geoffrey Duniac, qui est fondateur de Joinly, pour accompagner la digitalisation des clubs dans le sport amateur. Et Geoffrey, je vous laisse vous mettre ici et nous présenter Joinly. Bonjour à tous, donc Geoffrey Duniac, je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Joinly, qui a été créée en 2014 et qui fait partie de la première promotion du Tremplin, qui est l'incubateur sport de la ville de Paris. Alors il y a une petite vidéo qui est censée se mettre en route, voilà, elle est en cours. Je m'excuse, il y a un problème de son, donc je ne vais pas pouvoir parler de son, mais elle va se diffuser. Dans ces cas-là, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. On a un travail sur la digitalisation, nous aussi, vous le voyez. Et Donc la mission chez Joinly, en fait, ça a été de s'attaquer à la digitalisation du sport amateur. Je vais tous vous parler d'un moment que vous avez tous connu en tant que pratiquant, et même encore cette année, c'est la rentrée sportive, le dossier papier, le certificat médical, le chèque à mener à son club, en fait, pour pouvoir s'inscrire. Et donc ce qu'on a voulu proposer chez Joinly, c'est de pouvoir digitaliser tout ça. Et comment on va aider en fait l'ensemble des bénévoles et dirigeants de clubs en fait à simplifier leur gestion administrative grâce à un outil comme Joinly. Il faut savoir que 80% en fait des revenus d'une association sont issus des revenus des adhérents, et donc apporter une solution digitale qui va permettre à une association de simplifier complètement en fait son organisation, ça va lui permettre de gagner beaucoup de temps et puis aussi d'être beaucoup plus efficace dans son traitement. Donc Joinly, en fait, ça permet quoi? Ça permet de simplifier l'ensemble des adhésions, inscriptions, collecte de dons, créer une boutique en ligne, le cas échéant, en fait, pour son club, et de pouvoir le proposer en fait à l'ensemble de ses adhérents, et donc d'avoir à disposition en fait l'ensemble des données informatisées. On est vraiment capable en fait de prendre un formulaire papier et de le transformer en formulaire numérique grâce à toutes les fonctionnalités qu'on a pu développer. Il y a dossier du paiement en ligne en une ou plusieurs fois. La slide suivante, s'il vous plaît. On a également transformé l'expérience adhérent, parce que juste celle d'avant. Merci. On a également transformé l'expérience en fait de l'adhérent, parce que jusqu'à maintenant, vous deviez, arriver à votre club le mercredi à 16h pour être sûr d'être inscrit. Grâce à Joinly, en fait, vous pouvez vous inscrire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça change complètement aussi la façon dont on a d'inscrire dans son club. Et la solution va vous permettre en fait de disposer d'un espace adhérent qui va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos données, mais également de pouvoir accéder en fait au fil d'actu de votre club, à avoir une messagerie, mais aussi de pouvoir bénéficier de promotions auprès de marques partenaires. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. La slide suivante. Notre offre, en fait, elle se veut gratuite en fait, pour les associations. Donc, on a une première offre qui permet aux associations d'onboarder très facilement et très rapidement en fait, la solution gratuitement. Et puis, on offre une autre offre en fait, avec d'autres fonctionnalités qui est elle, à 180 € par an. Et on va prendre une commission en fait, de 3% sur l'ensemble des paiements qui sont effectués en ligne. Et une fois en fait, que l'adhérent s'est inscrit dans son club, on va lui donner accès en fait, à un catalogue de marques partenaires. C'est près de 60 marques partenaires qui vont vous offrir des réductions entre 5 et 15% pour pouvoir vous équiper en fait, pour votre pratique sportive. Il faut savoir que chaque année, je vais vous donner un chiffre, il faut savoir que chaque année, un adhérent dépense à peu près 200 € en équipant en pratique sportive. Donc là, en fait, grâce à Joinly, on vous permet d'amener des réductions supplémentaires. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc depuis 2014, on équipe près de 10 000 structures sportives en France. Il y en a 76% qui sont dans le sport et puis 24% qui sont hors sport. Il faut savoir qu'au sein des 76% des clubs sportifs, on a près de 40 disciplines sportives différentes. Donc c'est une solution qui répond aussi bien aux clubs à pratique individuelle que pratique collective, aussi bien pour le petit club que le grand club. La slide suivante, s'il vous plaît. 3 chiffres que je voulais vous partager qui démontrent en fait l'impact de la digitalisation en fait, de notre solution dans le sport amateur. La première, en fait, c'est qu'on a 80% des inscriptions qui ont lieu en dehors des heures d'ouverture d'assaut.
Donc ça veut dire que votre asso, elle a beau être fermée, les gens vont pouvoir s'inscrire et donc vous allez collecter beaucoup plus rapidement les dossiers d'inscription et beaucoup plus rapidement les paiements. La deuxième, c'est qu'on a 80% des paiements qui se font directement par carte bancaire. On sait que le paiement, en fait, est un vrai sujet, la sécurité du paiement. Et donc, le fait de proposer un paiement par carte bancaire va sécuriser les transactions, en fait, pour le club. Et le dernier point, c'est que grâce à des solutions digitales, on peut aussi développer de nouvelles activités. On a beaucoup de clubs qui, une fois qu'ils ont lancé leur campagne d'inscription, vont vouloir lancer des stages, vont vouloir créer, en fait, une vente de sapin à Noël ou autre. Et donc, on permet aux clubs, grâce à tout l'accompagnement qu'on fait chez Jeunes Lits, de leur proposer d'autres types d'activités à lancer et donc de générer de nouveaux revenus. L'autre slide, merci. Donc, comme je vous le disais, en fait, la start-up a été créée en 2014. Depuis 2014, en fait, on accompagne à la fois de nombreuses fédérations dans la digitalisation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de se relier aux systèmes fédéraux et on simplifie complètement la prise d'adhésion à la prise de licence. Et on travaille également avec d'autres start-up telles que MyCoach, Bisport, sur lesquels, en fait, on essaie de mutualiser nos services pour amener encore plus de réponses, j'allais dire, aux problématiques de digitalisation des clubs. Et le dernier point, c'est qu'on noue aussi des partenariats, dont un avec une entité de la région qui est Decathlon, sur lesquels on travaille en fait avec l'offre Decathlon Pro pour amener de nouvelles offres à destination des clubs amateurs et de leur aider à s'équiper. Et on développe en commun en fait des offres à destination des clubs. J'en ai terminé. Juste un petit point avant de passer la parole à Laurie. On a créé un code donc, qui s'appelle Unlimitech 21. Donc, si vous êtes membre d'association et que vous voulez bénéficier d'un an offert en fait, de la solution, vous tapez en fait, le code de réduction Unlimitech 21 et ça vous permettra de bénéficier de la solution gratuitement pour votre club. Merci à tous. Merci.